L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un homme volant, Anthony Jarry, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes membre de l'équipe de France de wingsuit, vous êtes revenu médaillé des derniers championnats du monde il y a quelques jours. Elle est là, cette médaille de bronze obtenue donc, avec l'équipe de France lors d'une compétition aux États-Unis. On va découvrir avec vous dans quelques instants votre discipline qui est assez spectaculaire. En face de vous, Christine Piot. Bonjour Christine. Vous êtes enseignant-chercheur ou chercheuse, je ne sais pas comment. Chercheur avec un E dans ce cas-là, en chimie de l'atmosphère. Et vous faites partie aussi de l'organisation des rencontres Montagne et Sciences qui auront lieu à Grenoble du 10 au 12 novembre prochain. On va évidemment parler de cet événement qui est un événement parallèle des rencontres montagne, des rencontres ciné-montagne, organisées au même endroit et au même moment avec Timothée Courtois. Bonjour Timothée. Bonjour. Qui fait partie de l'équipe d'organisation de la mission montagne de la ville de Grenoble, une édition 2022 donc, qui elle aura lieu du 8 au 12 novembre. Au Palais des Sports, 5 soirées dédiées aux films de montagne. C'est un événement qui fait le plein de spectateurs chaque année avec plus de 3000 personnes par jour. C'est un rendez-vous, Timothée, très attendu à Grenoble. Oui, c'est à la sortie des vacances de la Toussaint au mois de novembre où il fait souvent pas toujours très beau. Les conditions en montagne ou autres ne sont pas toujours au rendez-vous. Et donc c'est l'occasion de se retrouver en cœur de ville pour 5 soirs de rencontres et de cinéma au Palais des Sports. Avec un Palais des Sports qui est rempli chaque soir. C'est une petite prouesse pour un festival d'attirer autant de monde sur une semaine de festivités. Oui, à Grenoble, avec le bassin de vie et de montagnards aussi et de passionnés, ça permet de remplir le Palais des Sports depuis 2015. Au summum, déjà, c'était souvent la bagarre pour avoir sa place gratuite. Depuis 2015, on est au Palais des Sports et l'engouement continue et j'espère qu'il sera au rendez-vous comme dans une année avant Covid et sans passe sanitaire. Aujourd'hui, l'entrée du Palais des Sports est payante, mais ça n'empêche pas les spectateurs de venir parce que la grille de prix est très abordable. Oui, voilà, par rapport à d'autres tournées ou d'autres festivals, c'est la volonté que ce festival soit accessible au plus grand nombre. Et donc, les tarifs en prévente, c'est 5 € ou 8 € pour une soirée avec plus de 3 heures de film. Donc, en effet, la volonté, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre. Bon, je ne pose pas la question à Christine parce qu'elle connaît par cœur aussi les rencontres ciné-montagne. Anthony, c'est un événement que vous connaissez ? Juste de le découvrir, mais ça a l'air super intéressant. Voilà, on a gagné un spectateur de plus pour l'édition 2022. Alors, ces ingrédients du succès sont là depuis longtemps. Il n'y a qu'une chose qui change chaque année, c'est la programmation. J'ai envie de dire tant mieux, heureusement. Avec une vingtaine de films proposés en général sur chaque édition. Ça se fait comment, cette sélection ? Eh bien, moi, dans le cadre de mon travail, je regarde environ 150 films que je trie entre ce qui est de suffisamment bonne qualité et puis aussi dans la thématique, dans notre ligne éditoriale, qui est une montagne non aménagée, du ski par exemple qui n'est pas en station, sans l'utilisation d'hélicoptères pour des déposes ou autres. Et puis après, il y a le comité de sélection composé de 10 personnes, 6 membres professionnels et 4 membres du public tirés au sort, 5 hommes, 5 femmes qui se réunissent. Je leur présente 60 films, ils regardent tout et on se réunit et on discute de ce qui fait les bons ingrédients pour les rencontres ciné-montagne. Là, on voit une petite bande-annonce des films sélectionnés pour 2022. Il y a vraiment une diversité de pratiques. Oui, on part de l'escalade, de la montagne pour tous avec un film qui retracera le projet carcéral et de réinsertion de détenus de prison. On va avoir aussi du canyon en toute saison, du ski, de l'alpinisme, vraiment la montagne dans tous ses états en termes de sport outdoor.
Vous parliez de 5 hommes, 5 femmes dans le jury de sélection. Est-ce que dans les films, on retrouve un peu cette parité? Oui, la tendance, elle augmente chaque année. On s'était fixé dans le comité de sélection un nombre minimum de films qui mettent en avant des protagonistes féminines. Et finalement, c'est venu naturellement. Où le niveau de qualité des films et aussi le nombre de films proposés avec des protagonistes ou des réalisatrices a augmenté, et donc on n'a pas eu besoin d'appliquer ce quota. Ça s'est fait naturellement et on en est très content parce que on sait que chaque année on est challengé là-dessus et c'est bien normal, et donc ça progresse et ça avance. Petite nouveauté cette année pour les habitués de l'événement, ça démarre un peu plus tôt avec des séances apéros au Palais des Sports. C'est ça, dès 18h, donc à l'ouverture des portes, on propose des apéros pour une trentaine de chanceux qui auront pris le temps de s'inscrire sur le site des rencontres Ciné-Montagne, ciné-montagne.com, et qui auront l'occasion de rencontrer vraiment en petite jauge des acteurs du moment du milieu de la montagne pour parler de thématiques, et principalement au vu de cette année Capitale Verte, de thématiques de transition. On aura par exemple Vivian Bruchet et des chercheurs de votre laboratoire pour parler de la montagne qui s'écroule et l'impact que cela a dans les différentes pratiques de montagne. Ou encore, on aura des athlètes qui ont choisi aujourd'hui d'utiliser de plus en plus les mobilités douces. Donc je pense à Gaëtan Gaudissart qui viendra expliquer comment lui il voit sa future vision de la performance aux côtés d'acteurs et aussi d'associations qui militent pour ce genre de transition. Donc tous les soirs de 18 à 19h, l'occasion de rencontrer des personnalités du milieu de la montagne, vraiment de manière très, très proche et avec des échanges autour d'une petite bière. Donc ça sera vraiment sympa. Bon, ça c'est pour lancer, on va dire, la soirée. Les films, on en a parlé, le terme rencontre, il n'est pas galvaudé, parce que même si on ne participe pas à ces apéros, tout au long de la soirée, on peut rencontrer, on le voit sur ces images, les acteurs ou les auteurs, parce qu'il y a aussi un petit salon du livre en parallèle. C'est ça, donc tout au long de la soirée, après certains films, les réalisateurs, réalisatrices et protagonistes montent sur scène et sont interviewés par du coup un duo d'animateurs. Et puis après, les rencontres, c'est aussi au sein du Palais des Sports, puisque chacun se rend sur le stand de leurs divers partenaires ou pour signer un livre chez notre partenaire, la librairie Artaud. Et donc on a l'occasion de rencontrer des personnalités du milieu de la montagne au milieu de tout le monde. Ce sont des gens très accessibles, donc n'hésitez pas à aller leur poser vos questions si, malgré l'interview, il y a encore des questions ou des doutes qui sont encore présents. Alors on ne va pas passer en revue les 24 films, on n'a pas le temps ce soir, il faudra aller les voir au Palais des Sports. Par contre, je vous ai demandé, Timothée, 3 petits coups de cœur comme ça. Le premier, ça se passe dans la Cordillère des Ondes, sur une montagne au nom un peu imprononçable, donc je vais vous laisser l'honneur d'en parler. Alors là, je ne vais pas m'y tenter. En tout cas, c'est un groupe de 10 jeunes chamoniards. La relève de la Pentraide, il y a eu Pierre Tardivel, il y a eu Vivian Bruchet et d'autres, et maintenant il y a la jeune garde chamoniarde qui commence à faire des grosses expés, et ils ont été faire plein de sommets au Pérou entre 2 interstices Covid. Du gros ski très engagé, avec une fraîcheur de la jeunesse et une insouciance, mais pas d'inconscience, puisqu'ils sont très préparés. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'ils relatent cette fraîcheur à la fois, mais en même temps ce sérieux pour se préparer à ces sommets. Le film s'appelle Upurkushun. Ce qui veut dire santé en péruvien. Bien, je le savais, justement. Bonne santé. Bon, quand on est capable de monter et de descendre comme ça dans des pentes aussi raides, on a évidemment la santé. C'est un film d'expédition qui sera diffusé le mercredi 9 novembre. Alors, Timothée, c'est un skieur. Donc, son deuxième coup de cœur, ça se passe encore sur les planches. Oui, justement, j'en parlais, il sera présent dans les apéros. Gaëtan Gaudissart et sa bande réfléchissent à comment pratiquer la montagne autrement et quelle est la vraie vision de la performance. Est-ce que c'est quelque chose qui est très dur, ou est-ce que c'est la manière dont on l'a fait? Et là, il a choisi de partir avec Victor Galuchot, donc l'ancien skieur de Bon Appétit, et Matcher, le snowboarder suisse, à chercher des sommets, mais en mobilité douce, donc en train, en vélo et autres. Et donc, il s'interroge sur est-ce que la performance, c'est de faire quelque chose de très dur et très engagé, mais en hélicoptère ou avec des gros moyens, ou finalement, c'est la manière dont on va chercher le sommet, quand bien même celui-ci ne serait pas le plus difficile qui existe dans les Alpes ou en Himalaya. C'est une tendance qui se développe de plus en plus, effectivement. Le freeride sera aussi à
à l'honneur de cette édition des Rencontres Ciné-Montagne? Oui, aussi avec un film de Jérôme Tanon. Il n'y a pas que du ski, hein. Là, on parle beaucoup ski, mais c'est parce que c'est l'hiver qui arrive. On a envie de la voir, cette neige. Jérôme Tanon, du coup, qui sort un troisième film, hein. Je n'oserais pas l'appeler le réalisateur, puisqu'il se définit comme un photographe qui parfois prend la caméra, et donc qui a suivi Samantha Maten et Victor Delerue, donc deux des meilleurs skieurs et snowboarders de la planète, en Alaska, et qui s'interroge sur la vie de ces personnes. Et voilà, j'ai trouvé ça très touchant, parce qu'ils sont au fin fond de l'Himalaya à prendre des risques assez forts. Et puis Victor allait se marier quelques semaines après. Il a aussi un enfant, une fille. Donc c'est tout ça, plein de questions à pourquoi on prend autant de risques, pourquoi on va si loin, pourquoi on fait ça, pourquoi c'est la galère. Donc voilà, une belle troisième réalisation pour Jérôme Tanon. Bon, ce sera le vendredi 11 novembre. Il y aura ce soir-là d'ailleurs un film pour ceux qui aiment le trail et pas que le ski. Un film sur le record du GR20 qui a été établi par un Corse il y a 2 ans. Lambert Santelli a ramené la coupe à la maison. C'est François Dain qui la détenait. Et donc c'est toute l'île et tous les trailers de l'île qui se mobilisent à ses côtés et qui parviennent, qui font parvenir aussi à Lambert, parce qu'il a eu pas mal de paisseurs, à battre le record du GR20. Et donc à ramener le record en Corse. Et on connaît le patriotisme des Corses. Donc c'est vraiment un projet de l'île entière et de toute la communauté trail de l'île. Ouais, le GR20, c'est un chemin de randonnée qui traverse toute la Corse et qui est réputé très, très difficile, très technique. On finit dans ces petits coups de cœur par ce qui peut représenter un des piliers des Rencontres Ciné-Montagne, c'est l'alpinisme, avec un film qui va nous emmener dans les 3 faces nord mythiques des Alpes. Vous avez peut-être reconnu la face nord de l'Eiger en Suisse. Il y aura également les Grandes Jorasses dans la vallée de Chamonix. Et puis la troisième face nord mythique, c'est celle du Cervin, voilà, cette montagne atypique. Un film qui remet au goût du jour ces 3 faces nord qu'on fait les belles heures de l'alpinisme dans les années 80. C'est ça, et c'est toujours surprenant. Et il y aura une conférence, on abordera cette thématique. C'est que ces 3 faces nord, elles ont été gravies et les premiers exploits ont été faits il y a plus de 30 ans. Et aujourd'hui, ça anime encore la communauté des alpinistes de haut niveau. Et donc là, c'est Benjamin Védrine, Sébastien Rattel et Léo Billon qui s'attaquent aux 3 directissimes là, cet hiver, je crois, à l'espace d'1 mois. Donc un exploit encore de très haut niveau dans des phases qui ont été parcourues souvent ou régulièrement ces 30 dernières années. Donc il y a toujours ce mythe des 3 faces nord, de la trilogie. Puis ce film a été réalisé par Christophe Rella, un habitué des rencontres depuis longue date et par ailleurs qui a été grenoblois aussi pendant longtemps. Donc ça va être un moment sympa. On les voit là, ces stars de l'alpinisme, on peut les appeler comme ça. En tout cas, ce sont les meilleurs grimpeurs du moment. Pour l'instant, ils sont en parois, mais ils seront présents. Ce sera pour la soirée de clôture, le samedi 12 novembre. Ils seront présents au Palais des Sports aussi pour rencontrer le public. Alors oui, Léo Billon sera absent malheureusement parce qu'il sera en expédition. Mais Benjamin Védrine et Sébastien Rattel seront à nos côtés. Et puis j'espère que Benjamin nous fera teaser un peu quelques images de ses records du K2, enfin cette tentative de record au K2 de cet été et de son record au Broad Peak d'ascension et de décollage en parapente. Donc j'espère qu'il nous réservera quelques surprises. Bon, puis ces 3 films qu'on a vus en images, on pourra les revoir la semaine suivante sur l'antenne de Télé Grenoble, puisque cette année, on s'associe au festival en jouant les prolongations, en proposant 3 soirées après l'événement, pour revenir sur les meilleurs moments, parce qu'il y en aura forcément des bons moments. Voilà, l'idée, ça fait depuis le Covid, donc on avait fait une édition entièrement dématérialisée. L'année dernière, on avait fait une partie des soirées diffusées sur Télé Grenoble pour permettre au public ne pouvant pas être là tous les soirs pour différentes contraintes ou différentes raisons de pouvoir suivre. Donc cette année, on essaye un nouveau format, donc ce sera les prolongations avec des sujets aussi inédits qui permettront d'emmener les téléspectateurs dans les moments où ils n'ont pas pu aller aux rencontres de ces montagnes, puisqu'il y a les temps des rencontres le midi, il y a les apéros, il y a les films, il y a les plateaux, donc il y a plein d'ingrédients et il y en aura un condensé sur Télé Grenoble en effet la semaine d'après les rencontres ciné-montagne. Ouais, les rencontres ciné, c'est du 8 au 12 et les prolongations, c'est du 15 au 17 novembre sur notre antenne. Ça va faire 15 bonnes journées montagne à vivre en ce mois de novembre. Et puis vous retrouvez tout le programme que Timothée nous a un petit peu défloré sur le site internet ou dans le programme papier qui circule en ce moment sur Grenoble.
Christine, elle sera également au Palais des Sports, puisque depuis quelques années, il y a un petit frère ou une petite sœur des rencontres, les rencontres Montagne et Sciences. C'est ça, les rencontres Montagne et Sciences s'inscrivent dans la semaine de ciné-montagne, avec 2 événements. Un événement le jeudi après-midi, le 10 novembre pour les scolaires, et puis un événement grand public le samedi après-midi, en parallèle de la soirée ciné-montagne. Alors, autant les rencontres ciné-montagne sont organisées par la ville de Grenoble, là, ce sont plutôt les scientifiques, les chercheurs de la région qui ont mis en place cet événement. Vous faites partie d'un laboratoire, l'EDITEM, c'est ça. En Savoie, qui, en tout cas, en ce qui vous concerne, vous travaillez sur la chimie et la pollution des lacs de montagne. On va y venir. Mais il y a quand même un point commun entre les 2 événements, c'est les films et la montagne. Oui, en fait, on a une grande sélection de films qui se passent aussi en montagne, avec plutôt du coup un volet expédition scientifique en montagne, et comment on mêle à la fois la découverte de ces milieux et toutes les études scientifiques qui peuvent être réalisées dans ces milieux-là. On en voit d'ailleurs quelques images de tous ces films qui seront sur les 2 journées de montagne et sciences. Parliez des scolaires, des enfants. Il y a aussi un volet pédagogique sur cet événement. Oui, sur le choix des films des scolaires du jeudi après-midi, l'idée c'est à la fois de leur apporter de la science autrement, avec une certaine pédagogie qui sort des cours et qui leur donne envie d'aller explorer tout ce qu'on peut faire scientifiquement, et qui leur fait découvrir en fait à la fois l'écologie, de la chimie des milieux, de la glaciologie. Voilà, c'est assez varié la programmation. Et du coup, le jeudi après-midi, on aura aussi un film avec Jamie Gourmaud, qui fait les films du monde de Jamie, notamment à la télé. On voit notamment cette journée dédiée aux scolaires. Ce sont des scolaires qui viennent spontanément, ou vous organisez ça avec les écoles? Alors, il faut s'inscrire sur le site des rencontres Montagne et Sciences. Les classes s'inscrivent pour, du coup, rentrer dans la programmation. Et au niveau des classes, ça peut aller du CE2 à la terminale. Jamie Gourmaud, c'est un nom qui parle à pas mal de jeunes et de moins jeunes. Je ne sais pas, Anthony, ça vous parle? C'est toute mon enfance, c'est pas sorcier, donc oui, ça me parle pas là. Bon, le voilà en train de dicter à des jeunes collégiens grenoblois il y a quelques années un texte pour voir s'ils étaient bons en orthographe. Ce sera un petit peu la star de l'événement. Oui, ça sera la star de l'événement du jeudi après-midi, en effet. Puisqu'on a la chance qui se déplace à Grenoble pour cet événement, et ça va beaucoup plaire aux scolaires. C'est un journaliste, hein, c'est pas un scientifique, même s'il a fait toute sa carrière en vulgarisant les sciences. Comment il est perçu par des professionnels comme vous? En fait, il est très bien perçu parce que le travail de toute l'équipe qui fait les émissions, il y a derrière des scientifiques qui l'aident à préparer ces émissions-là. Donc c'est sérieux. Donc c'est sérieux. Alors vous serez aussi à la manœuvre pour parler de votre sujet de recherche. Vous travaillez sur, je le disais, la pollution des lacs d'altitude. Et vous avez notamment un laboratoire grandeur nature chez nous en Isère. Oui, c'est ça. Je travaille depuis 2012 sur le lac de la Muselle, situé dans le parc national des Écrins, en Oisans, sur lequel on étudie les apports via l'atmosphère de polluants sur ce lac d'altitude, et comment la pollution des villes se transporte sur ces milieux loin de toute ville. On le voit là sur ces images, je crois qu'il est à plus de 2000 mètres d'altitude, ce lac. C'est ça, 2100 mètres d'altitude. Donc on collecte ce qui arrive depuis l'atmosphère dans des grands entonnoirs en inox. Et puis on analyse aussi l'eau du lac pour regarder ce qui est transféré à l'eau du lac. Quand on voit ces images, on a du mal à imaginer que cette eau est polluée. Alors, polluer, tout est relatif, hein. On n'est pas sur un niveau de pollution qui est dangereux pour l'écosystème, avec des concentrations en polluants qui sont très faibles. Mais il faut savoir que ces milieux-là sont quand même impactés par nos activités anthropiques.
Vous évoquez les outils, le dispositif qui est mis autour de ce lac pour l'étudier. Il y a d'autres lacs dans les Alpes qui sont étudiés de façon similaire? Oui, en fait, ce lac, il est étudié dans le cadre du réseau Lac Sentinelle, où on a plus de 10 lacs d'altitude, au-dessus de 2000 mètres d'altitude, dans différents massifs qui sont étudiés en continu, avec un certain nombre de mesures qui sont réalisées chaque année sur ces lacs-là pour en fait suivre l'évolution de ces milieux. Notamment aussi dans le contexte de réchauffement climatique, de changement climatique, comment ces milieux évoluent. Et ils évoluent dans le bon sens ou pas forcément? Comme tous les milieux, ils subissent le changement climatique, ils essayent de s'y adapter comme ils peuvent et on observe un certain nombre de modifications sur ces milieux-là. Bon, à suivre. Vous l'évoquiez sur le choix des films de cette année. Il y a beaucoup de films expéditions scientifiques, mais qui peuvent mener les chercheurs très haut, voire au plus haut sommet, sur le plus haut sommet du monde. Là, on le voit sur ces images, à l'Everest. C'est une expédition qui a eu lieu en 2020 dans cette région qui est plutôt fréquentée par les alpinistes habituellement. C'était quoi l'objectif? Alors du coup, le film Everest qui sera présenté le samedi après-midi aux Rencontres Montagne et Sciences, c'est un film qui rassemble des chercheurs de différentes disciplines qui ont voulu aller travailler sur ce milieu de très haute altitude, qui est donc fréquenté plus par les alpinismes. Pour aller, alors tout d'abord, il y avait un des premiers objectifs, c'était d'aller carotter de la glace au plus haut. Notamment sur la partie balcon qui est juste en dessous de l'ascension finale. C'est ce qu'on voyait là sur voilà, ces c'est ce qu'on images. voyait sur les images. Du col sud. Voilà, donc ils sont allés carotter, faire des carottes de glace qui derrière ont été ramenées en laboratoire et pour être analysées et remonter sur l'histoire du climat passé sur ce milieu-là. Et puis, du coup, il y avait aussi une vocation à aller installer des stations météo à différents points, en fait, tout le long de la montée entre le camp de base et les différents camps. Et ils sont allés jusqu'au balcon avant l'ascension finale. Ils ont installé différentes stations météo des stations qui envoient en permanence les mesures et qui permettent de mieux comprendre la météo à ces milieux-là, notamment dans le cadre de prévoir les évolutions météo pour aussi aider les alpinistes à quand est-ce qu'on peut avancer ou quand est-ce qu'il faut plutôt attendre. Là, on voit justement l'installation de la plus haute. Je crois que c'est 50 mètres sous le sommet de l'Everest. Donc, on est à 8800 mètres, a priori. Oui. Ça paraît un peu fou d'être capable, avec toutes les difficultés qu'il y a d'évoluer à cette altitude, de construire comme ça une station Grande météo. Prouesse technique, oui. Ça fait partie aussi de notre travail chercheur. C'est de concevoir des systèmes de mesure qui arrivent à résister à ces milieux-là, qui, du coup, nécessitent une grosse adaptation continue des techniques. Et du coup, c'était une grosse prouesse à la fois physique d'aller l'installer, mais aussi au niveau technique de réussir à avoir une station météo qui résiste à ces milieux-là. Oui, parce que là, on voit il fait beau au moment où il l'installe, mais ce n'est pas toujours le cas à cette altitude-là. Elle a tenu 7 mois, je crois, avant de... C'était déjà beaucoup. Hein. Oui, c'est un peu presque inespéré de pouvoir faire fonctionner un appareil comme celui-là aussi haut pendant aussi longtemps. Donc, ce film sera présenté le samedi après-midi. Il y aura une partie de l'équipe présente. Oui, il y aura une partie de l'équipe. C'est une équipe scientifique internationale qui a réalisé cette expédition et du coup une grosse partie de l'équipe sera présente pour répondre aux questions du public et échanger sur qu'est-ce qu'ils ont réalisé exactement et surtout aussi les conditions pour réaliser cette expédition et comment ils ont réussi à faire ça. Bon, le samedi après-midi, il y aura aussi une ancienne grande championne de biathlon, Marie Dorin, qui viendra parler des équipements des voies d'escalade. C'est ça, elle viendra parler en fait de cette cohabitation entre les sportifs et la faune sauvage surtout, avec la présentation d'un film qui parle des équipements de voies d'escalade dans l'Hérault pour du coup redonner un peu de tranquillité à la faune sauvage. Bon, il y aura également un aventurier, Cédric Gras, qui viendra parler d'un film sur les glaciers du Pamir. C'est un film qu'on aurait pu retrouver aussi dans la programmation des rencontres ciné-montagne. Timothée, vous vous coordonnez sur les deux événements? Oui, bien sûr, on se coordonne avec l'équipe de Montagne et Sciences. Ils ont du coup choisi de passer une capsule de 10 minutes sur le glacier Fedchenko, qui est un glacier d'Asie centrale. Et donc, on aura la chance d'avoir Cédric Gras qui sera aux rencontres Montagne et Sciences et qui, j'espère...
prolongera la soirée avec nous entre dédicaces et films. Ah oui, on peut faire les deux d'ailleurs, notamment le samedi, passer l'après-midi au Palais des Sports, rester au Palais des Sports et enchaîner sur la soirée de clôture des rencontres Ciné Montagne. Il n'y a qu'un défaut à la programmation 2022, on a vu les images, il y a beaucoup de diversité dans les pratiques, etc. Mais il n'y a pas de film de wingsuit. Pas cette année. Et non, malheureusement, on ne peut pas en avoir tous les ans. La production, elle est plus rare, je pense, plus compliquée. Et donc, on n'en a pas cette année, mais il y en a beaucoup sur les réseaux, je crois. Bon, et puis c'est pas grave parce que là, je vais vous offrir une petite séance de rattrapage, justement. Ouais, super. Avec Anthony Jarry, qui est membre de l'équipe de France de wingsuit. Anthony, alors tout le monde ne connaît pas forcément cette activité ou ce terme, wingsuit en français, ça veut dire... Combinaison ailée. Combinaison ailée. Bon, Donc, vous êtes venu avec une votre combinaison ailée ou votre wingsuit. On va essayer de montrer à nos téléspectateurs qui n'ont jamais eu l'occasion d'enfiler ce type d'équipement, j'en fais partie, à quoi ça ressemble. Alors j'ai envie de dire que bon, c'est lourd déjà, c'est un peu la combinaison de Batman pour parler au plus grand nombre. sauf que celle de Batman, en général, elle ne se gonfle pas. En fait, là, comment ça fonctionne? C'est juste une aile, comme une aile de parachute ou de parapente. On voit les deux entrées d'air en haut, là, les deux parties un peu plus rigides. Exactement. C'est ça, là? Ouais, il y en a aussi deux en bas, mais vous n'allez pas pouvoir les attraper. En fait, l'air rentre là-dedans. Et ça se gonfle, ça devient assez épais, hein. On est sur cette épaisseur à peu près d'aile. Et ça a le profil d'une aile et ça nous permet de planer en fait. Alors bon, moi je plane pas bien avec la wingsuit dans les mains, donc je vous la rends. Anthony, c'est effectivement une discipline qui se développe depuis une bonne vingtaine d'années. Oui, exactement, c'est une discipline française. Elle a été vraiment développée par des Français, comme on en parlait tout à l'heure, de Patrick de Galliardon, qui a développé la discipline avec les premières ailes. Et puis au fur et à mesure, il y a eu pas mal d'études qui ont fait que les wingsuits sont devenus de plus en plus efficaces. Et puis on arrive à ce genre de matériel qui nous permet vraiment d'avoir des performances assez incroyables. Alors on va vous voir justement à l'œuvre, l'occasion d'un vol. Donc on part à très haute altitude et ensuite le but du jeu c'est de flotter le plus longtemps possible. Alors dans la compétition il y a plusieurs types de sauts, mais il y en a un notamment qui est le temps de vol. Donc l'idée c'est de rester le plus longtemps en l'air possible. Donc on sort de l'avion, on fait un gros piqué pour prendre un maximum d'énergie et ensuite entre 2500 mètres et 1500 mètres on va performer. Donc soit du temps de vol, l'idée c'est essayer de buller au maximum pour tomber moins vite, soit de la vitesse, c'est de la vitesse horizontale, donc c'est mesuré comme si on faisait la course avec une voiture au sol, ou alors de la distance. Et l'idée c'est de planer le plus longtemps possible avec l'énergie qu'on a accumulée en adoptant une position la plus efficace possible également. Il y a des juges dans les compétitions qui arrivent à mesurer tous ces paramètres? Alors tout ça c'est enregistré par GPS en fait. On porte un petit GPS là, à l'arrière du casque et ça enregistre nos paramètres de vol. Une fois qu'on arrive au sol, les juges récupèrent le casque, ils récupèrent les données et on est jugé là-dessus. En fait, il n'y a pas de place à la subjectivité. En fait, c'est juste les données brutes et puis le logiciel qui analyse tout ça. Bon, il n'y a pas de note artistique? Non, il y a la note artistique dans une autre discipline qui est la wingsuit artistique, qui se fait en équipe, où on a des figures imposées à faire, des figures libres. Et puis là, pour le coup, c'est un peu plus subjectif et c'est les juges qui posent des notes artistiques. Mais c'est pas ce que je fais, moi je fais de la performance. Vous faites de la performance, vous étiez d'ailleurs au championnat du monde il y a quelques jours, vous êtes revenu avec 7 médailles de bronze décrochées avec l'équipe de France. Je crois que c'était votre première compétition internationale. Compétition internationale, j'avais fait les championnats de France, les 2 premiers championnats de France cette année et l'année dernière, la Coupe de France l'année d'avant. Mais première compétition internationale et je finis 14e sur le rang mondial, donc c'est c'est un petit rêve et j'ai du mal à redescendre encore. Et ensuite, avec l'équipe de France, on cumule les points en fait. On choisit 3 compétiteurs, on cumule les points et puis ça fait un classement par nation et puis on est arrivé
On est arrivé 3e, c'est génial pour une première participation. Un wingsuiter qui a du mal à redescendre, c'est quand même assez, assez paradoxal. C'est assez courant. On voit quelques images de la montée, parce qu'il y a la descente, mais il y a aussi la montée. Ça se pratique évidemment avec un avion. Exactement, on monte en avion à 4000 mètres. En général, c'est l'altitude de largage classique. Et puis ensuite, c'est parti, on plane jusqu'à 1000 mètres avant d'ouvrir le parachute. Pourquoi on ne peut pas partir plus haut pour voler peut-être plus longtemps ? On peut partir un peu plus haut, mais ça met des contraintes liées à l'oxygène et puis au fait qu'on tombe dans les pommes assez facilement quand on monte un peu plus haut. Mais des sauts à 6000 mètres, ça se fait de temps en temps. J'en ai fait quelques-uns. En général, on monte avec un petit dispositif qui nous permet d'avoir un petit apport en air un peu plus riche. Donc voilà, au-dessus de 4000 mètres, c'est quand même, ça apporte une petite aide parce que sinon on a la tête qui tourne assez facilement. Mais le plus courant du coup, c'est de sauter à 4000 et puis parce que ça apporte pas de contraintes particulières. On fait la montée en 15 minutes et puis on arrive à 4000 et c'est parti pour s'amuser. Alors là, on voyait des images des championnats du monde, mais vous le pratiquez dans la région. Vous êtes venu comment à cette activité ? On commence par le parachutisme plus classique ? Alors moi, je fais de la wingsuit d'avion. Je sais ce qu'on voit souvent sur Internet, c'est de la wingsuit de falaise, du base jump en wingsuit. Là, on n'a pas besoin d'avion. Là, il n'y a pas besoin d'avion, mais dans les deux cas, c'est préférable de commencer par le parachutisme classique. On commence par le parachutisme, on fait notre formation initiale, on devient autonome en parachutisme. On passe tous les petits niveaux qu'il faut pour sauter avec les copains et puis s'amuser un petit peu. On se fait un peu d'expérience. Et à partir de 150 sauts en France, et puis quelques brevets validés, on peut passer notre brevet de wingsuit. Et puis à partir de là, donc, en l'occurrence, je suis initiateur aussi. Donc je forme des élèves qui ont leurs 150 sauts, je les forme et puis comme ça, ils accèdent à la wingsuit. Et puis ensuite, il y a plusieurs niveaux de wingsuit en fonction des tailles. Au début, on commence avec une wingsuit qui est assez petite, plus manœuvrable, qui pardonne un peu plus. Et puis au fur et à mesure, on augmente de taille. Et puis on arrive jusqu'aux wingsuits de compétition qui ont pas mal de performances et qui sont assez puissantes quand même. Il y a une technique particulière pour sortir de l'avion et justement se mettre à voler ? Alors le point important en sortie d'avion, c'est que l'avion, il avance assez vite. Là, sur les images, on est largué à peu près à 90 nœuds, ce qui nous fait environ 170 km/h. Et là où on peut avoir un problème, c'est si on sort face à l'air, parce que la wingsuit va se gonfler d'un coup, on va avoir une grosse résistance à l'air et ça va nous faire reculer d'un coup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'arrière de l'avion, il y a le plan fixe. Il y a le plan fixe de l'avion, donc à la queue, il y a deux ailes qui dépassent. Et l'idée, c'est de ne pas venir taper ces ailes. Donc on va essayer de venir sortir en glissant, un peu comme un pingouin sur la banquise. En biais, c'est ce qu'on voyait là d'ailleurs. On est en biais. On se demandait pourquoi il se mettait comme ça de dos. Ça nous permet de glisser sur l'air et puis de nous éloigner de l'avion et puis surtout de ne pas prendre de recul en fait. Donc c'est une technique qu'on apprend au fur et à mesure et puis ça pardonne plus quand on est sur des petites wingsuits, ça recule moins fort, mais avec des wingsuits de compétition, ça peut reculer très très fort si on sort mal. 160 km pour l'avion, le wingsuiter, lui, il est capable d'aller jusqu'à quelle vitesse ? En fin de piqué, en run de performance, je suis à peu près à 350-360 sur trajectoire, donc ça va assez vite et la pression de l'air, elle est quand même assez élevée, ça réagit très fort, ça réagit vite. Et puis en vitesse, en fait, j'ai fait le record de France de vitesse. Donc là, c'est que la vitesse horizontale qui est prise en compte. Donc en compétition, au premier championnat de France, j'ai fait le record de France qui est fixé à 280 km/h uniquement à la vitesse horizontale. Donc c'est comme si je faisais la course avec le TGV Lyon-Paris. Et que vous arriviez à le gratter. 280 km/h en vitesse horizontale, effectivement, c'est déjà une belle performance pour le corps humain. La wingsuit, ça reste quand même une discipline réservée à une élite. On l'a dit, il faut déjà passer des brevets de parachutisme, etc. Ça peut se pratiquer, on le voit sur ces images, en groupe. Alors là, on a l'impression que c'est tout facile, mais là, vous allez très vite tous ensemble. Là, on est à peu près à 240 km/h sur trajectoire là-dessus. C'était un vol juste après une compétition d'ailleurs. Donc, il y a un peu de niveau, donc c'est assez facile et ça rend assez fluide. Mais il faut d'abord apprendre à diriger tout ça et puis à voler propre et à voler proche des autres.
Donc il y a un peu d'expérience derrière, mais vous avez dit élite, je ne suis pas tellement d'accord là-dessus parce que je pense que à peu près n'importe qui, un minimum câblé peut y arriver en fait. Il faut juste suivre le processus, prendre le temps d'y arriver. Mais si on a envie de pratiquer, il n'y a pas tellement de frein à ça. Parler de câblé, parce qu'effectivement, il faut quand même penser, même si on peut se laisser griser par la vitesse et l'ambiance, il faut quand même penser à un moment donné à ouvrir le parachute. Le parachute, ouais. En avion, on l'ouvre à 1000 mètres, ce qui nous laisse quand même pas mal de temps. On peut être tenté de gratter un petit peu quand on est peu, mais on n'a pas tellement le droit. Bon. Votre record de durée, on a parlé de la vitesse, mais vous êtes capable, en partant à 4000 mètres, de voler combien de temps avant d'être obligé de déclencher le parachute? Alors moi, je suis pas super grand et je suis assez lourd, donc je reste moins longtemps que mes copains. Mais le record du monde, par exemple, il est fixé à 109 secondes maintenant sur 1000 mètres de haut seulement. On performe sur 1000 mètres et le record du monde est à 109 secondes, donc ça reste une belle performance. Ouais, c'est près de 2 minutes. Ça fait à peu près 35 km/h de vitesse de chute. Donc on descend quasiment plus. Ouais, grâce, j'imagine, à du matériel qui évolue. Qui est de plus en plus performant et qui nous permet ce type de saut en fait. Et puis la technique aussi, elle joue pas mal. Bah oui, forcément. Parce que c'est pas tout d'avoir le matériel, mais il faut arriver à le voler. Anthony fait partie de l'équipe de France, et même des meilleurs mondiaux, puisqu'il a ramené cette médaille de bronze, qui est légère. Je pense qu'elle doit aussi faire partie de l'équipement pour pas tomber trop vite. Vous évoquez votre discipline qui se pratique donc en compétition et depuis des avions, et puis la wingsuit qu'on connaît plus, notamment aux rencontres ciné-montagne, qui est celle qui se pratique depuis les falaises. Ça vous a jamais tenté de vous lancer là comme un autre Grenoblois? Voilà, c'est Vincent Cotte au Néron. On voit que vous connaissez vos classiques. Oui, c'est un bon copain. Si, ça me tente, mais pour le moment, je me sens absolument pas prêt pour un tel engagement en fait. Et aller jouer dans les nuages et puis aller attaquer les canyons de nuages, ça va, puisque quand on se rate, ça fait moins mal quand même. Et après, là, il y a une grosse prise de risque sur ce type de saut. Alors, il y a une prise de risque, mais il y a aussi surtout beaucoup de travail en fait. Il y a énormément de travail en amont. Et il ne faut pas l'oublier parce que souvent on voit des vidéos sur internet où on a les sauts qui sont coupés, on n'a pas le début du saut, on n'a pas la fin du saut. Donc il y a plein de questions qui arrivent, notamment est-ce qu'on ouvre son parachute après un vol en wingsuit? C'est une question assez classique. Alors oui, on pose en parachute. À un moment on ouvre notre parachute et puis on pose avec, on ne va pas poser sur le ventre avec la wingsuit. Et puis là pour le coup, Vush c'est quelqu'un d'ultra expérimenté, qui a énormément d'expérience, qui est reconnu pour sa technique. Et donc, c'est pas anodin et il y a vraiment beaucoup d'entraînement avant de pouvoir faire ça. Vush, c'est le surnom de Vincent Cotte. Exactement. Effectivement, un des meilleurs wingsuiters de falaise et de parois, parce qu'il est capable de faire des sauts comme ça sur les plus hauts sommets des Alpes. Ça demande beaucoup de pratique. On parlait des faces nord tout à l'heure, il y en a quelques-unes qui ont été sautées. Oui, que ce soit dans l'Oisan ou dans le massif du Mont Blanc, les Joras notamment ont été sautés en wingsuit. Et puis là, j'ai coupé, mais effectivement, il ouvre bien son parachute. Il n'atterrit pas comme ça à Saint-Égrève tranquillement avec la wingsuit. Ça pourrait être un rêve un jour, quand la technologie va évoluer, d'atterrir sans mettre le parachute, ou c'est pas possible? Alors, il y a déjà quelqu'un qui a posé dans des cartons. Ah oui, un anglais, je me souviens. Mais ça donne pas trop envie. Le choc, il est quand même assez violent. En termes de vitesse verticale, ça serait faisable d'atterrir puisqu'on arrive à avoir du zéro, voire même remonter énormément. Ce qu'il y a, c'est que quand on a le zéro, on est quasiment à 250, 260 km/h en vitesse horizontale. Donc après, il faut arriver à poser et s'arrêter. Et ça me paraît pas accessible pour le moment. Bon, c'est bien, il est raisonnable, Anthony, et on l'encourage à continuer à déclencher son parachute. Bonne continuation. En tout cas, il y aura d'autres compétitions avec l'équipe de France? Je ne sais pas encore, mais on verra pour l'année prochaine. On verra si c'est reconduit, et puis j'espère en tout cas. Merci. On se donne rendez-vous, Christine et Timothée, du 8 au 12 novembre au Palais des Sports pour les rencontres ciné-montagne que j'aurai le plaisir de présenter une nouvelle fois, et puis pour les prolongations du 15 au 17 novembre sur notre antenne.
Merci, bon courage. Merci. Et nous, on se retrouve. Voilà, le téléphone qui sonne. On est juste à l'heure, donc je vous rends l'antenne et on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.